L'une des grandes difficultés avec la notion d'art, c'est que son sens a considérablement changé à travers l'histoire, entre ce qu'on désignait par art dans l'Antiquité, le Moyen Âge ou encore aujourd'hui. Ainsi, par exemple, étymologiquement, le latin ars renvoie à la même chose que le grec techné, c'est-à-dire à une sorte de technique, à comment dire, un savoir-faire, une compétence si vous voulez. Il s'agissait de réussir à parvenir à une certaine fin. C'est un sens qui n'a pas complètement disparu, puisqu'aujourd'hui on parle encore d'art culinaire ou d'art martial. Hein. Parvenir, par exemple, à cuire un aliment sans le dessécher ou soumettre son adversaire sans lui crever les yeux. Bon, ça c'est un premier sens de la notion d'art, très ancien, et qui lui renvoie moins à une œuvre qu'à une compétence. Cependant, le mot art change progressivement de domaine d'application, notamment à partir de la Renaissance. C'est à cette époque-là qu'on commence vraiment à vouloir distinguer nettement l'artiste de l'artisan. L'artisan, c'est celui qui utilise un savoir-faire pour produire un objet qui est censé être utile, là où l'artiste est censé produire une œuvre originale. L'art ne renvoie donc plus seulement à une maîtrise technique, mais on attend de l'artiste qu'il apporte un style ou une vision singulière, si vous voulez. Ainsi, le philosophe Emmanuel Kant, dans la critique de la faculté de juger, dira que les beaux-arts sont en fait les arts du génie, c'est-à-dire de celui qui est capable d'apporter ses règles à l'art. Comment dire, l'artiste désormais n'est plus celui qui se contente d'appliquer des règles, mais celui qui est capable de créer de nouvelles règles et créer des œuvres qui serviront d'exemple aux autres. Dans cette perspective, les beaux-arts sont souvent associés à la recherche du beau et à l'élévation de l'esprit. En gros, l'art serait finalement le miroir de ce que l'humanité peut produire de plus grand et de plus beau. Et ainsi, il permettrait la formation de la culture. Cette conception a été profondément bouleversée au XXe siècle, en particulier lorsque Marcel Duchamp, en 1917, décide d'exposer un urinoir industriel sous le titre Fontaine. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement étonnant, puisque l'objet n'a pas été fabriqué par l'artiste, il a simplement été choisi et déplacé, et c'est ça, ce déplacement même, dans un contexte artistique, qui a produit l'œuvre, si tant est qu'on puisse parler d'œuvre. Avec ce geste, Duchamp montre qu'un objet ordinaire peut devenir une œuvre d'art, du moment qu'il est présenté comme tel et que le contexte le permet. Dès lors, il devient très difficile de définir l'art par des critères fixes comme la beauté, la création technique ou le génie. Le geste, voire l'intention, peuvent suffire. Aujourd'hui, on s'intéresse parfois à des performances artistiques plus qu'à des œuvres. C'est pourquoi de nombreux philosophes choisissent d'adopter une approche plus sociologique ou conventionnaliste. Il ne s'agit plus de chercher à découvrir une essence de l'art, mais de chercher à décrire et comprendre comment certaines productions peuvent être considérées comme artistiques dans un contexte donné. Ce n'est plus un travail de délimitation entre ce qui mérite d'être appelé art et ce qui ne le mérite pas, mais plutôt un travail de description de nos différentes manières d'artistiser, de rendre artistiques nos existences. Bon alors pour l'art, des références philosophiques ou autres, c'est toujours un petit peu difficile parce que c'est une notion qui est assez complexe à vrai dire. Cela dit, bon, il y a un premier grand champ de réflexion qui tombe souvent au bac, qui est les rapports de l'art à la vérité. Alors ça, la référence de base, ce serait la République de Platon. Alors pas en entier, parce que vous savez que ce texte fait 600 pages, mais le livre 10, il y en a 10 en tout, c'est le dernier. Et vous avez notamment une argumentation de la part de Platon pour savoir pourquoi est-ce que dans la cité idéale, il faudrait que les poètes n'y aient pas leur place. Bon, c'est parce qu'ils n'ont pas le même rapport à la vérité que la philosophie. Je vous laisse découvrir ce genre de truc. Bon, alors c'est assez discutable d'ailleurs, parce qu'on pourrait très bien dire que l'art en fait aurait quand même un rapport à la vérité particulièrement pertinent. En particulier parce qu'une certaine forme artistique qu'on trouverait par exemple dans les romans et par un certain usage inventif du langage permettrait de dire des vérités que une autre manière de s'exprimer ne pourrait pas. Hein, exprimer aussi clairement ne pourrait pas dire, qu'elle serait condamnée à terre. Vous avez ça par exemple dans les passages sur la guerre, dans Voyage au bout de la nuit de Céline, qui je crois est paru en 1932, un truc comme ça. Vous avez en gros cette révélation qu'a le narrateur, un Bardamu, lorsqu'il est dans les tranchées, que au fond les rapports sociaux que l'on croit être pacifiques, amoureux, etc. ne sont que la guerre, la grande vacherie humaine, la grande horreur humaine. Bon, après, on pourrait très bien dire, l'art en mentant révèle des choses sur nous-mêmes, et notamment en trompant, en montrant finalement notre nature finalement d'être de transformation, de transfiguration. Bon, là un exemple me vient,
C'est notamment l'adaptation de Dracula par Coppola. Je crois qu'elle date de 1992, je crois que c'est avant Jurassic Park. Et là-dedans, vous avez le vampire qui prend des formes différentes selon en gros les attentes qu'on a de lui. Bon, regardez ce film, il est très intéressant, il est assez beau et ça permettra de questionner plein de choses. Bon, voilà pour les rapports vérité et art. Ensuite, il y a également la question de savoir la fonction de l'art et notamment sa fonction moralisatrice. Parce que vous vous rendrez compte, par exemple en voyant le Dracula de Coppola, et tous les films de vampires au fond, que bien souvent ça traite de manière assez ambiguë tout ce qui est, comment dire, rapport sexuel, harcèlement sexuel, viol. C'est assez bizarre que ça donne un truc glamour. Alors on pourrait se demander, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de fondamentalement malsain dans l'art? Bon, alors c'est une question extrêmement large, mais si vous voulez, vous avez un gars qui s'appelle Aristote, c'est un ami à moi, je le connais très bien, et à l'époque, dans la poétique, il parle notamment d'un concept mystérieux qui s'appelle la catharsis, la purgation des passions. Alors c'est très long de savoir ce que ça peut vouloir dire, mais vous pouvez regarder en gros des films comme par exemple les Tarantino, comme Inglourious Basterds, ou encore Carrie de Brian De Palma qui lui est des années 70. En gros, la représentation de la violence permettrait de se purger de passions finalement mauvaises en nous. En voyant des nazis se faire massacrer, eh bien notre colère vis-à-vis de l'horreur nazie, etc., serait finalement extériorisée, et l'extériorisant, on arrive à s'en libérer quelque part, puisqu'on peut la considérer comme hors de nous, donc comme quelque chose qu'on peut étudier et avec quoi on peut prendre des distances. Alors ça, c'est pas Aristote qui le dit, c'est plutôt Hegel dans l'esthétique, mais je vous cache pas que le texte de l'esthétique, bon, il fait plus de 1000 pages, voilà, bon, vous avez l'idée, c'est déjà pas mal. Dernier point, j'avais parlé du génie dans la vidéo ici. Alors évidemment la référence c'est Kant, la critique de la faculté de juger, mais bon c'est un texte qui est assez difficile, qui va dans beaucoup de directions différentes, et il faut avoir en tête l'ensemble des critiques pour comprendre ça, donc bon, je vous mets le texte mais c'est un peu difficile à comprendre. Moi ce que je conseillerais surtout pour la figure du génie, c'est un film de Miloš Forman de 1984 je crois, qui s'intitule Amadeus. Et là, c'est très intéressant parce que vous avez la figure du génie, c'est-à-dire Mozart, Amadeus, l'aimé de Dieu, qui humilie un de ses concurrents, qui est Salieri, et vous voyez vraiment la différence entre l'homme travailleur, mais finalement assez médiocre, du moins dans la manière dont il est représenté dans le film, et Mozart qui lui survole son art avec une très très grande facilité. Pour la figure, non pas du génie mais de l'artiste, dernier conseil, vous pouvez regarder Piala, hein, c'est un Van Gogh de Piala qui est particulièrement intéressant à cet égard et très émouvant, plus difficile à regarder que Amadeus à votre niveau, mais si vous arrivez à avoir un Piala, vraiment vous avez énormément progressé dans le cinéma. Voilà.